Alors cet exercice discute du contrôle thermodynamique et cinétique et donc de produits et résultats différents selon les deux contrôles. Donc évidemment je vous invite à revoir le cours sur le contrôle cinétique et thermodynamique avant de commencer. On sait déjà que si on a des produits différents en contrôle cinétique et thermodynamique, c'est que les courbes, les chemins réactionnels vont se croiser, les courbes d'énergie potentielle en fonction des coordonnées de réaction. Et donc là, que nous dit le sujet? Il nous dit que l'addition de HBr sur le buta 1,3-diène conduit à deux produits d'addition isomères, d'accord, mais différents, et on demande de proposer un mécanisme pour leur formation. On nous indique qu'à moins 80 degrés, on obtient principalement le A, alors que c'est l'inverse à haute température. Donc à moins 80 degrés, on est sous contrôle, là on est sous contrôle cinétique, ça va être le contrôle cinétique, puisqu'on est à froid, donc on n'atteint pas facilement l'équilibre, alors qu'à haute température, on obtient donc principalement B, là on est sous contrôle thermo. Voilà. Bon, il faut proposer déjà un mécanisme pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à ce produit. Alors, donc on ajoute HBr à un alcène. Alors c'est pas tout à fait un alcène, puisque c'est un diène, mais bon, un diène ce n'est jamais que deux alcènes. Donc on commence comme on sait faire. On a l'alcène et on part sur une addition, donc addition électrophile, donc le H, et donc on a deux carbocations possibles, soit on a le H qui s'est fixé ici, et on a ce carbocation là, soit il s'est fixé le H ici, voilà, ici, et donc on obtient le carbocation ici. Voilà, donc si on fait ça, là, si on continue en ajoutant Br-, on constate qu'on obtiendrait ce produit-là. Alors ce produit-là, ce n'est ni A ni B, d'accord. Donc manifestement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce carbocation est tellement haut et tellement instable qu'en fait ce chemin réactionnel, on ne le prend jamais. Voilà, donc on ne verra jamais ce produit-là. Et donc, on a un seul intermédiaire, sauf que cet intermédiaire, avec le carbocation ici, on a une stabilisation par effet mésomère qui fait apparaître donc également le carbocation là. Et en fait, donc, ça veut juste dire que sur cet intermédiaire-là, on n'a pas un seul site électrophile, mais en fait, on en a deux. On a également, du fait de la mésomérie, un deuxième site électrophile ici. Et donc là, on a deux formes. Alors c'est un seul intermédiaire, il n'y a pas deux niveaux d'énergie, c'est un seul niveau d'énergie, mais en tout cas on a deux formules pour expliquer sa réactivité. Et donc soit on fixe le Br sur le carbocation de gauche, sur les deux droits, et donc dans ce cas-là on obtient soit A, soit B. Là on a les bonnes molécules. Alors on obtient soit A, soit B. Donc reste à dessiner l'allure des courbes, et donc comme sous contrôle cinétique on obtient majoritairement A, ça veut dire que A, c'est celui qui est le plus facile à obtenir, donc qui passera par la plus petite bosse. En revanche, comme il est moins stable, il sera plus haut en énergie que B, qui lui en revanche passe par la grosse bosse, puisque sous contrôle cinétique on l'obtient plus difficilement. Voilà donc pour cet exercice qui illustre donc les soucis, quelques problèmes quand on n'a pas les mêmes produits thermodynamiques et cinétiques, et qu'il y a donc croisement des courbes. L'exercice 7 revient sur un acide gras, donc ce n'est pas l'acide oléique comme précédemment, mais l'acide linolénique. Donc on vous donne sa formule, il y a trois doubles liaisons qui sont donc des doubles liaisons de configuration Z. Et donc on nous explique que à température ambiante, puisque sa température de fusion est moins 11 degrés Celsius, donc à température ambiante, c'est une huile. C'est une huile, et quand on fait l'hydrogénation, ça devient une margarine, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus solide. Donc comment expliquer cela? Alors, on va partir sur un peu les représentations. Donc en fait, le fait qu'il soit en configuration Z, c'est pas terrible, parce que quand on est Z comme ça, d'accord, on a du mal à aligner la molécule, d'accord. Le Z là crée un coude, et donc pour expliquer donc la cohésion de la matière, d'accord, il faut trouver des interactions intermoléculaires. Et donc, vu la longueur de la chaîne, c'est principalement des interactions de type London. Sauf que à cause de ces coudes, quand vous mettez deux
deux molécules l'une en face de l'autre, il y a moyen que voilà, qu'elles s'éloignent un peu et qu'on n'arrive pas bien à les mettre l'une vis-à-vis de l'autre, et donc à avoir des interactions de type Landon, hein, donc dipôle instantané, très efficaces. D'accord, sachant que les têtes polaires généralement créent des liaisons hydrogènes en haut, mais celles-ci elles vont rester. Et donc voilà, on a une cohésion moyenne. Alors comme c'est quand même une grosse molécule, on arrive quand même à avoir quelque chose qui forme une huile, hein, c'est pas non plus gazeux à température ambiante. En revanche, quand on l'hydrogène, là on a plus qu'un alcane. Donc là en revanche, les interactions hydrophobes, hein, donc toujours de type Landon, hein, là elles vont être plus efficaces. Et donc là on va avoir une température de fusion plus élevée, parce que quelque chose de plus cohérent, d'accord, présente une meilleure cohésion, et donc on va avoir quelque chose de plus solide, donc de la margarine. Donc ça, c'était ce qu'avaient inventé les Allemands comme ersatz pour pallier à des pénuries de beurre pendant la guerre. Voilà un procédé donc d'hydrogénation des huiles. Le produit obtenu, on le sait, est moins appréciable pour la santé que le produit de départ. Voilà. Dernier exercice, c'est un exercice un peu de culture générale. Quelle est la différence entre une molécule obtenue par extraction d'une substance naturelle et la même molécule obtenue par voie synthétique? Donc par exemple, vous avez acheté de la vanille et vous aimeriez savoir si elle a été faite à partir de produits donc de synthèse, c'est-à-dire principalement issus de la pétrochimie, ou si au contraire ça a été fraîchement récolté, distillé, etc. Naturellement. Alors quand on demande la différence, on parle de la molécule, donc la molécule est la même, hein. Il ne faut pas commencer à dire oui, dans la vanille naturelle, il y a plein d'autres arômes et tout. Non, il y a que la question, c'est je prends la molécule, je la regarde et est-ce que je vois une différence entre la molécule de synthèse et la molécule naturelle. Et donc là, a priori, il n'y a pas de différence, hein. Et en fait, si on regarde du point de vue atomique, on se rend compte qu'en fait, la répartition des isotopes n'est pas la même. Dans un produit naturel, donc qui est mort donc très récemment, vous avez un taux de carbone 14 qui est très très élevé, enfin en tout cas qui est plus élevé que dans un produit synthétique qui est mort depuis quelques millions d'années et dans lequel les traces de carbone 14 sont vraiment infimes. Et donc en fait, il n'y a que la spectrométrie de masse qui va être capable de faire la différence, puisque vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes masses, puisque vous aurez plus de carbone 14 dans la molécule naturelle. Alors ça reste des mesures extrêmement fines, hein, et donc relativement coûteuses. Alors le titre l'exercice s'appelle les experts parce que c'est ce qu'utilisent notamment les experts pour détecter quelques fraudes ou en tout cas identifier l'origine de certaines molécules trouvées dans des lieux pour éventuellement confondre le criminel. D'accord ? Donc de façon générale, la répartition isotopique en carbone même 13 et 14 ou dans d'autres atomes est propre au lieu de culture. D'accord, au lieu, donc par exemple pour les vins, tel terroir n'aura pas le même rapport isotopique entre carbone 13 et carbone 12 que dans d'autres lieux, et donc on pourra comme ça confondre d'éventuels fraudeurs. Voilà, donc ça reste de la chimie très fine, hein, et des méthodes d'analyse très coûteuses.